Le Paris Saint-Germain va-t-il marquer l'histoire et remporter enfin sa première Ligue des Champions? Bonjour à tous et bienvenue dans le Club des 5. Très content de vous retrouver pour cette semaine si particulière pour le foot français, pour le foot parisien aussi, pour le foot européen surtout, avec la finale de Ligue des Champions en ligne de mire. C'est la petite preview. On va essayer d'analyser les forces en présence pour cette rencontre historique. Et avec moi, un beau plateau pour m'accompagner. Qui dit Paris Saint-Germain, dit Monsieur PSG, dit Romain Bédouc. Bonjour Romain. Salut Sam, salut à tous. Ça fait bizarre d'entendre finale de Ligue des Champions Paris Saint-Germain. Ouais. C'est plus c'est cool. Le 8e avant. C'est bien. Non mais c'est bien, c'est cool. Ouais, ça va. Excité. Je pense que je réalise pas encore. Tu pars quand à Munich? Je pars là, on enregistre mercredi, je pars jeudi matin. Donc, Ah oui, donc en plus on va profiter de la Bavière en long, en large et en travers, dis donc. Ouais. Bah, je vais bosser beaucoup, mais oui, bien sûr. Bon, après, mais ça va être trop bien. C'est trop cool. J'ai de la chance. Il y a des bureaux moins sympas. Elton Mokolo. Salut Sam, salut Romain et salut à toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Romain dans un rôle inédit. De moins en moins. De moins en moins. La polyvalence avant tout. Ouais, polyvalence, effectivement, on est à l'orée d'une finale historique pour le football français. On est à diète parce que là, c'est vrai que les jours sont de plus en plus longs. T'as pas cassé ta tirelire pour aller à Munich, toi? Non, malheureusement. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on fait quand même un métier de dingue. On sera à Paris pour vivre l'ambiance depuis Paris. Ah bah tu vas voir, c'est risque d'avoir de l'ambiance. Hein, oui. En fonction de la soirée. Mais ça, on peut être sur. C'est pas très loin du parc en plus de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça exactement, donc, parce que je vais faire une émission juste à côté au stade Jean-Bouin. Donc on sera même pas 5 mètres. Ouais. Vous allez voir le match là-bas en plus. Vous allez être spoilé par le Parc des Princes. Ou inversement. Ce qui serait génial, ce serait que Jean-Bouin spoil le Parc des Princes pendant la rencontre, parce qu'il y a du coup des événements organisés dans les deux stades. Les socios, donc on va essayer de balayer un petit peu les enjeux. Enfin les enjeux, il y en a qu'un, c'est soulever la coupe de cette finale, mais surtout les forces, les faiblesses de ces deux équipes, voir quel scénario on peut s'attendre. On a vu cette année avec les deux équipes en Ligue des Champions qu'on a été gâtés à ce niveau-là. Je salue bien sûr tous ceux qui nous écoutent en podcast, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, un max de pouces bleus bien sûr, comme toujours pour la famille Club des 5. Pour le débrief de la finale, on ne sera pas avec vous le soir même, mais il y aura bien sûr beaucoup de contenu autour de la victoire ou de la défaite du Paris Saint-Germain. Ça ne vous inquiétez pas. On salue bien sûr nos partenaires. Laissez-nous le temps, on fait la parade, etc. Et puis après, on se posera. Et puis voilà. Et puis en plus, je crois qu'on a 2-3 Munichois dans l'équipe là, qui partent. Donc ce sera l'occasion. Et qui y a Yacine qui part. Yacine et toi déjà, c'est Yacine et moi, c'est déjà pas mal. On va avoir votre ressenti peut-être, je crois, 24, 48 heures, 72 heures après. Yacine, Yacine, il m'a dit oublie-moi. J'attends ça depuis 47 ans. Oublie-moi. Et avant, il est dans la J-1, à J plus 1. À J tout court. Il y a une bascule en ce qui concerne Yacine, c'est le plus carré, c'est la personne qui prend le plus de recul. Mais là, là c'est trop. Là, t'as le sentiment il veut vivre l'histoire. Là, on a oublié les considérations. Il a perdu 30 ans là, on va pas se mentir. Un rendez-vous avec l'histoire donc pour le Paris Saint-Germain, ce sera samedi à Munich face à l'Inter Milan, avec l'objectif bien sûr de soulever cette première Ligue des Champions. On va commencer par là, Romain. On est à 3-4 jours de la finale, effectivement. On est sur un Paris Saint-Germain qui globalement depuis sa qualification a vécu la vive comme un long fleuve tranquille, a fini sa saison de Ligue 1 gentiment, avec notamment ce match contre Auxerre, ce week-end la victoire facile contre un Reims barragiste. On peut dire que pour le coup, côté parisien, on a eu le temps de préparer cette finale. Il n'y a pas de blessés à l'instant T. On est plutôt sur une préparation classique et assez saine. Et c'est assez dans la continuité de ce qu'a pu faire Luis Enrique sur la deuxième partie de saison, et notamment depuis le retour de la trêve internationale de mars, où vraiment ça a été une période où le PSG était soit quasi champion, soit déjà champion, et l'idée était vraiment de faire tourner, de gérer les temps de jeu et les temps de jeu à haute intensité d'une manière presque mathématique, avec tel joueur qui doit jouer 60 minutes, quel que soit le scénario du match, tel autre qui doit en jouer que 20, etc. Et le fait est que, à part Kimpembe qui est un blessé chronique, qu'on compte même plus parce qu'il est plus forcément dans les plans de l'effectif pro, à part lui, il n'y a pas de pépin. Il y a eu une petite gêne avec Ousmane Dembélé face à Arsenal. Ça a été bien géré pour qu'il soit de retour sur la finale de la Coupe de France et qu'il ait du temps de jeu sur la finale de la Coupe de France. C'est un staff médical qui a vraiment géré ça. On parle de la fin de saison, mais depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a eu un grand moment pour le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas d'absent.
ou peu d'absents. Et ça, c'est parce que ça a été une gestion qui a été globale, qui a été pensée, qui a été travaillée. Et je sais qu'avec Elton, j'en ai déjà parlé, mais entre la gestion qu'a pu faire le staff de Luis Enrique face à des joueurs qui étaient des blessés chroniques comme Nuno Mendes, comme Ousmane Dembélé, qui ont eu des blessures dans le passé, et le staff de Flick qui a fait la même chose avec le Barça, avec des Frenkie de Jong, etc., qui ont eu un retour à la compétition pour ne plus être blessés, ne plus Pedri aussi, pour ne plus avoir de pépins. On sent vraiment que c'est un taf qui est récompensé et le PSG aborde cette finale de Ligue des Champions avec non seulement des certitudes collectives, mais aussi des certitudes physiques, quoi. On parlera du contexte de l'Inter, Elton, sur les derniers jours, dernières semaines. Globalement, c'est vrai qu'on peut se poser la question si le Paris Saint-Germain, au vu de tout le contexte que vient de décrire Romain, aborde pas cette finale quasiment dans un statut, peut-être pas de favori, mais au moins d'équipe la plus sereine des deux, on va dire. Aujourd'hui, quand tu parles du PSG, il y a plusieurs mots qui peuvent venir en tête. Fraîcheur, la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale, ce qui est très important à la fin d'une saison où tu as quand même beaucoup joué. Le PSG a joué 2 matchs de plus dans sa position de barragiste. Optimisme, parce que c'est ce qui émane évidemment du PSG et principalement de son architecte Luis Enrique, et monte en puissance. Parce que Romain, il a raison d'insister là-dessus. Tu as une réalité qui est quand même particulière, parce qu'à partir du moment où tu as pu capitaliser sur ton avance en Ligue 1 et que tu as été rapidement champion, tu as pu avoir une gestion qui n'est pas normale. Qui n'est pas normale dans la mesure où, logiquement, normalement, tu devrais être dans une course au titre acharnée, comme l'a connu l'Inter. Il y a la Ligue des Champions, tu as des coupes aussi à prendre en compte. Et donc, forcément, le fait d'avoir pu sécuriser rapidement ton championnat, tu as pu te concentrer davantage sur la Ligue des Champions, avoir une gestion pensée, réfléchie. Et là, tu as quand même eu un luxe, c'est que à partir de la demi-finale retour jusqu'à la finale face à Reims, tu as quand même eu 2 semaines et demie où tu n'as pas eu de match en jeu. Donc ça s'est vu notamment sur la finale où il y a des joueurs qui, pendant une semaine, ont été éloignés du campus. Ils ont eu cette montée en puissance, ils ont eu cette fraîcheur physique et mentale qui leur a permis d'être performants. Donc je pense que pour moi, le PSG s'avance de manière très optimiste et avec une fraîcheur qui pour moi n'est pas à négliger quand on sait que tu peux aller en prolongation et voir au tir au but. Et il y a un symbole qui est quand même assez fort, c'est que on a beaucoup parlé de la semaine la plus historique de l'histoire du Paris Saint-Germain parce que ça préparait cette finale de Ligue des Champions. Les joueurs, ils ont repris l'entraînement que mardi après-midi. C'est-à-dire qu'après la Coupe de France, dans cette semaine qui doit être la plus importante, non, il y a du repos. On a vu Ousmane Dembélé qui était à Roland-Garros lundi avec Nuno Mendes, avec João Neves, etc. Non, ça a été incarné, cette sérénité a été incarnée par le fait que ça a été géré d'une manière presque tranquille, comme n'importe quel autre. Parce que Luis Enrique, il est bien placé. Voilà. Il est bien placé pour savoir, parce qu'il a déjà été confronté à ça en 2015 avec le Barça. 10 ans après, effectivement. 10 ans après, ouais, c'est un chiffre tout rond. Il sait très bien que le plus important, et il a aussi joué une finale de Coupe des Coupes, j'ai vu ça, Barça PSG. Il sait très bien que pour une finale, le plus important, c'est de ne pas jouer la finale avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus surentraîner l'équipe. Et donc, par rapport à ça, j'insiste là-dessus. La fraîcheur physique et la fraîcheur mentale avant le match le plus important de la carrière de beaucoup de joueurs, c'est très, très important. Et c'est vrai que souvent, dans les finales, on attend les grands joueurs, on attend de voir qui va pouvoir faire la différence. On a toujours, et c'est une continuité depuis le début de la saison, l'impression que le meilleur atout du Paris Saint-Germain, c'est son coach, c'est Luis Enrique. C'est son coach, c'est sa méthode, sa gestion, son approche de ce genre de rencontre. C'est son projet. C'est lui en fait, c'est le Paris Saint-Germain 2024-2025, c'est le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et il a su épouser cette pression quand ça allait mal au Paris Saint-Germain, parce qu'on rappelle que le début de saison, il était peut-être que dans le jeu ça allait de temps en temps, mais en termes de résultats, notamment en Ligue des Champions, c'était pas satisfaisant. Et il a su épouser ça en gardant le cap et ouais, il respire la tranquillité au point que les traumatismes qui ont été ceux du Paris Saint-Germain, qu'on pensait ancrés complètement dans l'identité de ce club-là, ont été balayés parce que cet homme-là est arrivé avec un discours serein et tout le monde a commencé à y croire, que ce soit les joueurs ont commencé à y croire, les dirigeants en lui donnant tous les pouvoirs pour cette saison-là, et même les supporters on parlait d'Yacine, les plus pessimistes parfois, qui ont réussi à voir les choses différemment parce que Luis Enrique a amené cette forme de sérénité dans son discours et que ça a été traduit aussi par des prestations sur le terrain qui étaient hyper satisfaisantes, notamment depuis début 2025, quoi. Et puis là aussi, Elton, je ne sais pas si tu te souviens, mais la finale contre le Bayern en 2020, on se souvient, il y avait beaucoup de questions avant la rencontre, qui va jouer où. Là, on sait avec Luis Enrique. Enfin, il y a eu l'inconnu, je vous posais la question dans un instant. Il y a 12 titulaires. Voilà, il y a Barcola ou Doué, on va se poser la question, mais globalement, sinon, on sait
avec qui le PSG va jouer et comment le PSG va jouer cette finale. C'est vrai que tu as raison de parler de la finale 2020 parce que la finale 2020, elle était dans un contexte très particulier parce que tu avais enchaîné 2 finales de coupe avant, tu avais eu un Final 8 avant, donc tu étais sur un enchaînement de matchs dans une période où tu revenais après le Covid. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des incertitudes physiques. On fait référence bien évidemment. Puis les tests PCR tous les 3 exactement. matins. On fait référence, 3 par jour même. On fait référence à Kylian Mbappé, on fait référence à Marco Verratti. Donc tu n'étais pas arrivé dans la meilleure des formes face à un Bayern qui gagnait tout. Là, du côté du PSG, enfin du PSG 2025, on est sur un contexte radicalement différent, dans la mesure où certes, tu as une finale de coupe, mais c'était une semaine avant, tu n'as pas eu un Final 8 à gérer, donc avec la charge physique, la charge émotionnelle qui est beaucoup plus décuplée. Là, on est sur un PSG qui est sur une montée en puissance, avec un PSG qui est près de son texte, à partir du moment où le 11 de départ est défini. Bon, même s'il y aura une interrogation, mais l'interrogation ne sera pas non plus majeure parce qu'on parle de 2 joueurs qui, dans l'absolu, ont performé ces dernières semaines. Donc, je pense que c'est plutôt un bon problème. Et donc, c'est pour ça que c'est le mérite de Luis Enrique qui, pour moi, il n'y aura pas de titre là-dessus, mais il y a un titre honorifique. C'est le meilleur entraîneur de la compétition dans sa capacité à, dans un premier temps, à remobiliser son équipe quand elle n'était pas forcément bien en début de Ligue des Champions, dans sa capacité à la faire monter en puissance et à en faire d'elle une équipe qui, aujourd'hui, est à un match de l'histoire. Donc, pour moi, c'est le mérite de Luis Enrique. Barcola ou Doué? Non, parce qu'on mettre les pieds dans le plat, c'est la seule incertitude qu'on a à 62 heures de la finale. Qui va jouer? C'est même été le turnover de la saison. Un coup Barcola, un coup Doué. On a le sentiment, Romain, que dans ce genre de match, il a plutôt privilégié Barcola dès le départ pour ensuite intégrer Désiré Doué au fur et à mesure de la rencontre. C'est quoi la tendance pour toi? Il y a deux. En fait, il y a deux. Barcola va mettre un doublé aussi en finale de Coupe de France. Il y a 2 choses à prendre en compte, je pense, pour moi, pour faire ce choix-là de la part de Luis Enrique. C'est 1, le profil de l'équipe adverse et quel type de profil offensif tu veux amener à cette équipe-là. Et 2, la capacité à celui qui ne va pas jouer de pouvoir apporter quand il va rentrer, parce que s'il ne démarre pas, il va quand même rentrer à un moment dans le match. Et donc pour moi seulement, je pense que Barcola devrait être un peu plus titulaire que Désiré Doué, parce que je trouve que les rentrées de Désiré Doué sont meilleures que celles de Barcola quand il démarre pas le match, et parce que je pense aussi que le profil de Barcola peut mettre à mal l'Inter. Une des clés tactiques pour moi du match, ça va être les côtés. On a 2 paires de latéraux qui, pour moi, sont les 2 meilleures paires de latéraux qu'on puisse avoir dans le football sur la compétition, européen. je suis d'accord. Ouais. Mais quand tu prends l'arrière droit et l'arrière gauche, ou le piston droit, le piston gauche, tu mets les 2 ensemble, c'est les 2 meilleurs duos. Hakimi, Mendes d'un côté, Dumfries, Di Marco de l'autre. Et si tu as un Barcola qui va aller donc côté Di Marco, qui va côté Dumfries pardon, qui va aller essayer de longer la ligne comme ça, essayer de lui faire prendre et faire en fait défendre ces latéraux offensifs que sont Dumfries ou Di Marco d'un côté ou de l'autre. Si tu as ce profil-là, je pense que tu peux mettre un peu plus à mal cette équipe de l'Inter et gagner ta bataille des côtés. Donc c'est pour ça que moi je verrais plus Barcola que Doué. Après, s'il veut plus un profil pour garder un peu plus le ballon, pour rajouter peut-être une présence au milieu de terrain avec parce qu'on sait que la bataille du milieu va aussi être hyper importante, pourquoi pas Doué? Mais je trouve que le profil de Barcola est peut-être plus judicieux pour démarrer en tout cas. Elton, toi, t'es plus team Doué, j'ai cru comprendre. Ouais, j'irais plus sur Désiré Doué, bon, même si ça s'entend le choix de Bradley Barcola, notamment par rapport à la réalité des pistons de l'Inter, parce que notamment un Dumfries et un Di Marco sont de bien meilleurs contre-attaquants que de défenseurs. Mais c'est pas leur faire insulte, ils ont été tellement déterminants sur la compétition que pour moi c'est une forme d'hommage. Mais maintenant, là où j'irais sur Désiré Doué, c'est déjà que tu mises sur la continuité depuis le quart de finale contre Aston Villa. Et il y a une idée qui est très intéressante du côté de Luis Enrique, qui l'a démontré dans ses 2 saisons footballistiques avec le PSG, c'est le concept de la supériorité numérique. On sait que notamment par rapport à l'abattage du milieu de terrain de l'Inter, je vais dire, t'as un Mkhitaryan qui fait du 12 bornes par match, Barella c'est pareil, Çalhanoğlu c'est pareil. Leur proposer des dilemmes à l'intérieur du jeu, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et quoi de mieux qu'un Désiré Doué qui l'incarne, notamment par sa capacité à se positionner entre les lignes, par sa capacité à pouvoir accélérer, à donner la dernière passe, à tirer à mi-distance. Ça, c'est quelque chose qui est très important et je suis bien placé pour le savoir parce qu'en demi-finale aller, il y a un joueur qui a réussi à le faire et qui a réussi à pointer cette faiblesse parce que l'Inter, notamment à l'approche de sa surface, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'opportunités à mi-distance et je pense que Luis Enrique l'a vu dans la vidéo. Donc pour moi, ça peut être une idée intéressante et auquel cas Désiré Doué, par sa force de frappe, je le mettrais titulaire.
Désiré Doué pour toi, donc Elton. Il y en a un qui est sûr d'être titulaire, mais qui sera peut-être le joueur avec le plus de pression sur la pelouse, c'est Ousmane Dembélé. Parce que c'est le joueur le plus attendu de cette finale, finalement. On va parler de l'Inter dans un instant, qui a de très grosses individualités, qui a un Lautaro Martinez aussi, qui peut avoir, entre guillemets, un couronnement dans son histoire avec l'Inter. Mais globalement, on a le sentiment que le joueur qui, pour le coup, que ce soit sur le plan individuel et surtout sur le plan collectif, peut justement passer un cap avec une grande finale, Elton, c'est Ousmane Dembélé, que tu connais bien aussi. Il y a une grosse pression pour lui, ou au contraire, tu trouves qu'on en fait peut-être un peu trop, qu'on commence un peu trop à ramener le ballon d'or dans cette finale, alors que justement, ce qui a pour l'instant fonctionné, c'était qu'il s'inscrive dans cette dynamique collective. Non, pour moi, c'est une très bonne pression pour Ousmane Dembélé. C'est ce qu'il cherchait depuis le début de sa carrière. Être un joueur protagoniste, être un joueur attendu dans les derniers tours de Ligue des Champions. C'est ce qu'on lui a reproché, c'est ce que je lui ai reproché pendant très longtemps. Être un joueur qui ne compte pas dans les derniers tours de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il y est. Ça va être un joueur très important. Et donc, par rapport à ça, je trouve que c'est une très bonne pression. Et je pense qu'il est capable de s'en accommoder parce qu'il a eu des expériences qui ont parfois été douloureuses. Je fais référence à une finale de Coupe du Monde où il sort très rapidement. Et je pense qu'il aura à cœur de rentrer dans l'histoire. Par rapport à sa communication, parce qu'il a beaucoup communiqué entre le fait d'avoir été nommé meilleur joueur et même des interviews annexes, notamment à l'occasion du Media Day consacré au PSG, moi je reçois une forme de tranquillité. Cette forme de tranquillité est capable de la transposer sur le terrain. Maintenant, on sait qu'on a une réalité qui est un peu différente pour Ousmane Dembélé depuis 2 mois parce qu'il a été beaucoup préservé. Il a fait partie des joueurs qui ont été beaucoup préservés. Et donc, ça a eu un impact, notamment sur son niveau de forme et donc son niveau statistique, où il a mis 3 buts sur les 2 derniers mois. Exactement. Maintenant, c'est là où on l'attend, c'est qu'il donne le dernier coup de collier. Mais il a mis le but contre Arsenal aussi. Exactement. Voilà. Et il a été passeur décisif contre Arsenal au match retour. Parce que ça, c'est le mérite d'Ousmane Dembélé. Quand on parle d'Ousmane Dembélé, maintenant, on l'associe au but. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Donc aujourd'hui, on attend d'Ousmane Dembélé qu'il soit buteur, qu'il soit décisif. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est de la bonne pression. On lui met un peu tout sur le dos ou pas ? Moi, je trouve que... alors, c'est le jeu. Hein, Ousmane Dembélé a réalisé un début 2025 qui a tellement étonné tout le monde qu'il a créé ces attentes-là. Mais il ne faut pas oublier le joueur qui est Ousmane Dembélé. Et moi, je trouve qu'Ousmane Dembélé peut être le joueur le plus précieux du Paris Saint-Germain sans être décisif. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, par ses déplacements, par sa capacité d'être à la base de la construction d'une opportunité, peut être hyper précieux pour le Paris Saint-Germain, sans pour autant être à la finition des actions, sans pour autant être passeur décisif. On parle alors, contre Arsenal, le but du match aller, on retient la frappe du pied gauche à l'entrée de la surface qui fait poteau rentrant. Mais avant ça, c'est un décrochage de Ousmane Dembélé quasiment dans le rond central et qui va amener l'attaque du Paris Saint-Germain et créer cette opportunité-là. Il est à la construction aussi puisqu'il la donne, c'est lui qui la donne à Kvara par la suite. Et donc en fait, il ne faudrait pas que Ousmane Dembélé se perde dans la nécessité d'être décisif, d'être buteur et d'être passeur décisif. Non, il peut être aussi important pour le Paris Saint-Germain en l'étant juste en étant le joueur clé de la construction de l'attaque parisienne. Là-dessus, moi, je vais l'attendre. Sur la construction des attaques, sur la manière dont il va réussir à se décrocher du marquage des 3 défenseurs centraux, parce que c'est aussi une donnée qui va être nouvelle. Le PSG va jouer contre une équipe qui joue à 3 derrière. Il n'y a eu que l'Atlético de Madrid qui a joué à 3 derrière face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. Et c'est une équipe qui est complètement différente de l'Inter. Donc, comment il va réussir à se sortir de ce piège-là ? Je pense qu'il doit plus se concentrer là-dessus plutôt que sur le « Ah ouais, là, il faut que je marque parce que là, il faut marquer les esprits, parce que là, il y a un ballon d'or qui se joue. » parce que non, c'est pas ça. S'il y a des distinctions individuelles qui doivent venir, elles viendront par les accomplissements collectifs qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain et l'importance qu'Ousmane Dembélé aura pu avoir dans ces accomplissements-là. En ce sens, il peut s'inspirer de l'un de ses coéquipiers en équipe de France, Karim Benzema. C'est-à-dire que Karim Benzema, tu regardes ses finales avec le Real Madrid, au final, il a mis qu'un but en finale de Ligue des Champions. Et c'est pas le plus... C'est pas le plus beau face à Liverpool. Voilà. Mais à côté de ça, sur la dimension jeu, tu retiens quoi de Karim Benzema sur ses finales ? Sa capacité à s'associer, sa capacité à garder le ballon sous pression et à oxygéner le jeu de son équipe. Et ça a permis au Real Madrid de remporter les finales de Ligue des Champions, sans pour autant avoir un Karim Benzema qui, statistiquement, soit énorme, puisqu'il a marqué qu'un but. Mais pour autant, tu regardes les finales de Karim Benzema, que ce soit à Cardiff, bon, Lisbonne, je mets de côté, il était blessé. Cardiff, Kiev, où il est très important sur la première période, 2022,
2022, où il est très important au Stade de France, il n'est pas impliqué statistiquement, pour autant il fait des vraies bonnes finales. Donc évidemment, Ousmane Dembélé, il aura à cœur de marquer, de faire la passe décisive, mais je comprends ce que veut dire Romain, il aura une importance fondamentale dans cette capacité à alimenter le jeu parisien, à oxygéner son jeu. On peut aussi se poser la question de la défense côté parisien, parce qu'on a vu que l'Inter, notamment, et on y vient tout doucement, on parlait des interistes, en demi-finale a su sanctionner le Barça. Là aussi, on s'attend à avoir un grand Donnarumma, comme ça a été le cas depuis le début de la Ligue des Champions. On a un peu moins de certitude peut-être sur la ligne juste au-dessus. De se dire, est-ce que ça dépend. Est-ce que c'est pas ça justement dans la finale du Paris Saint-Germain, la capacité à peut-être réussir parce qu'il y aura forcément des vagues et un temps fort interiste, à ne pas céder, à la pression. En fait, l'idée c'est de savoir comment tu vas agir quand tu vas être en galère, parce que tu vas être en galère. C'est une finale de Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu es face à un adversaire qui est valeureux, et on a qui vu est fort. L'adversaire lors des tours précédents. Et l'Inter, c'est un très très bon exemple. C'est une équipe qui a réussi à garder le cap malgré le fait qu'ils en aient pris 3, qu'ils en aient pris 4 face au Barça. Et ils ont quand même réussi à réenclencher quand il fallait réenclencher. Alors oui, bien sûr, on va attendre. Donnarumma, pour moi, c'est un poste clé parce que sans grand gardien, presque chipper un ballon d'or à Dembélé sur un malentendu. Oui, mais il a déjà été meilleur joueur d'une compétition. C'est pour ça que Donnarumma, voilà, mais c'est clair que depuis le retour face à Liverpool, il est extraordinaire et il sauve le Paris Saint-Germain, il sauve certains matchs. Après, sur la défense, Nuno Mendes, on rappelle que il a quand même mis dans sa poche Mohamed Salah face à Liverpool. Je revoyais encore des actions. Ça a été bluffant. Achraf Hakimi, il semble que physiquement, il a 26 poumons. Et puis Pacho, moi, m'apporte une véritable solidité qui est très, très complémentaire de celle de Marquinhos, ce qui fait que quand Marquinhos a encore des petits moments de trous, Pacho arrive à rattraper ça par la suite. Donc non, il y a une vraie... C'est pas la caractéristique première de cette équipe-là, mais il y a une vraie confiance défensive beaucoup plus grande que sur les années précédentes, parce qu'on a un gardien qui inspire ça, parce qu'on a une charnière centrale qui est trouvée, et parce que les latéraux qu'on présentait comme des latéraux purement offensifs ont répondu présent défensivement sur la campagne de Ligue des Champions. Donc à voir ce que ça donne. Pascal, pour commencer un peu à parler aussi de cette équipe de l'Inter, là aussi, on sait que le Paris Saint-Germain va devoir affronter une équipe qui vit une ambiance assez tendue depuis 15 jours, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la perte du titre, entre Inzaghi qui ne sait pas ce qu'il va faire l'an prochain. On ne va pas se mentir. Pour le coup, pour une fois, c'est pas au camp des loges que ça chauffe avant ce genre de match. C'est plutôt du côté de l'adversaire. Par contre, on sait que c'est une équipe quand même, Romain le disait il y a quelques instants, qui reste très solide, avec un milieu de terrain qui va te faire galoper, avec une attaque très très efficace, des latéraux qui peuvent faire très mal. Globalement, on sait que cette équipe-là ne va pas nous offrir une finale où elle ne va pas attaquer, où elle ne va pas essayer de faire mal au Paris Saint-Germain, où elle va être dans la gestion. On sait qu'il va y avoir aussi des gros moments où le match peut s'emballer. C'est une équipe qui est compétitive et c'est une équipe qui est très mature par rapport à ce que demande la Ligue des Champions, parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. C'est une équipe qui est caméléon, c'est-à-dire elle est capable de maîtriser beaucoup de phases de jeu, c'est-à-dire défense placée, attaque placée, contre-attaque, transition offensive. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que sur le match au retour, face au Barça, il marque sur 2 transitions offensives, récupération haute, et derrière, tu as le premier but où tu as Dumfries qui décale Lautaro Martinez, la deuxième action, perte de balle au milieu de terrain, et tout de suite, tu as Lautaro Martinez qui part en transition. C'est la force de l'Inter. Même contre le Bayern là-bas aussi. De la même manière, contre le Bayern, tu fais bien d'en parler, c'est une séquence d'attaque placée qui démarre depuis la défense. Donc c'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de choses. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une équipe qui a des cicatrices par rapport à ce que demande la Ligue des Champions. Parce que c'est une équipe qui a connu des choses positives, évidemment. 2 finales en 3 ans, c'est quand même une grande performance pour une équipe italienne par rapport au football d'aujourd'hui. Mais aussi des moments très compliqués. Il y a eu la défaite à Istanbul, il y a eu la défaite rocambolesque au tir au but face à Atlético. Et on parle quand même d'une équipe qui est sur un cycle de 5-6 ans. Parce que là, ça va être 2e finale de Ligue des Champions en 3 ans, 3e finale européenne en 5 ans. Parce qu'il y avait eu la finale d'Europa League face à Séville. Ouais. Donc, on a déjà un gros groupe qui était présent, à savoir les Barella, les Lautaro Martinez, etc., etc. Oui, c'est un peu différent du PSG qui, lui, pour le coup, est plus comparable à Chelsea ou City dans un processus de nouveaux riches
qui, on le voit, on en parlera d'ailleurs, je pense, samedi si le PSG gagne, mais on verra finalement, la recette, c'est ça, entre 10 et 15 ans pour arriver à gagner une Ligue des Champions. L'Inter, on est sur avec autre plusieurs dossier. projets complètement différents. C'est ça, exactement. Mais l'Inter, on est sur un autre projet, c'est-à-dire qu'on est sur un club qui, lui, pour le coup, a des hauts et des bas, et là, est dans la période hausse, et peut clôturer, on va dire, un cycle de 5-6 ans où il y a eu du retour de succès avec la plus belle des compétitions. Ce qui est rarissime. Ce qui est rarissime pour un club italien. Pour un club italien, il faut quand même parler de la situation financière de l'Inter, où à un moment donné, tu es obligé de vendre chaque année à prix fort. Achraf Hakimi part par exemple en 2021 du côté du PSG, tu perds Romelu Lukaku, tu perds Antonio Conte, tu perds André Onana après la finale d'Istanbul, et malgré ça, tu as réussi à étirer un cycle où tu as quand même fait 3 finales européennes en 5 ans. On parle d'une équipe qui, depuis 2020, c'est finale de Ligue Europa, 2021, Scudetto, 2022, t'es deuxième de Serie A à 38e journée, 2023, finale de Ligue des Champions, 2024, Scudetto, et 2025, tu perds le titre à la dernière journée et tu fais une finale de Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que depuis 5 ans, chaque année, l'Inter, par rapport à ce qui s'est passé, on a commencé le club des 5 en 2017-2018, le mérite de l'Inter, la satisfaction, c'est pas la même équipe, c'était d'aller en Ligue des Champions. Exactement. On revient de très très loin. Là, on parle d'une équipe qui, depuis 5 ans, se bat pour l'un des 2 plus gros titres de la saison. Et ce qui n'est pas rien. Effectivement. On peut quand même se dire aussi, Romain, de son savoir, 18 ans qu'une équipe italienne n'a pas gagné la Ligue des Champions, si je ne dis pas bêtise. C'était l'Inter. L'Inter, pardon, l'Inter en 2010. Oui, dans 15 ans, pardon. 2010, pour le coup, là aussi, il y a cette idée de se dire que si jamais cette saison, tu finis par perdre la Coupe d'Italie en demi-finale contre un Milan beaucoup moins réjouissant, on va dire, cette saison, tu perds le Scudetto à Dermine contre Naples, si tu perds la finale de samedi, il y a un peu ce côté tout ça pour rien. Donc on a aussi l'impression que pour l'Inter, ça va être, c'est un all-in entre guillemets un peu samedi pour cette saison. Le projet Simone Inzaghi, il prendrait un coup, c'est vrai parce qu'il est là depuis plusieurs années maintenant et que ça devrait être l'apothéose de ce projet-là, ça devrait être une finale de Ligue des Champions. Après, c'est une saison qui a été pas la plus époustouflante pour l'Inter. En Serie A, ça n'a pas été la meilleure équipe de la saison. Ils n'ont pas été champions. Ils n'ont pas été champions parce qu'ils ont perdu des points, et encore récemment, notamment contre la Lazio en avant-dernière journée, alors que on ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent ces points-là. Maintenant, c'est un match pour couronner un cycle. Je ne sais pas si ça va faire de ce cycle un échec, s'il n'y a pas de victoire finale. Cycle, je parle surtout de la saison. Le cycle, à la limite, Elton vient de le dire, il est quand même plus que réussi. Mais c'est vrai que ça serait l'apogée de cet Inter de Simone Inzaghi, qui est arrivé après Conte et qui a continué cette razzia de trophées et surtout d'amener cette équipe-là dans les plus hautes sphères européennes. Ça peut être l'apogée. Maintenant, c'est une équipe qui se connaît, c'est un groupe qui se connaît, c'est des joueurs qui, pour la plupart, étaient déjà là en 2023 pour la finale et qui ont cette expérience-là, parce que le PSG de 2020, même si la finale était spéciale à Lisbonne, le PSG de 2020 n'a rien à voir avec le PSG de 2025. L'Inter de 2023 a des similitudes avec l'Inter de 2025. Donc ouais, c'est vraiment une idée de vouloir confirmer au maximum ce projet-là. Et ça peut être via une victoire finale c'est sûr que c'est le syndrome Leverkusen 2002 qui plane autour de l'Inter. C'est-à-dire cette idée de tout perdre sur le sprint final. Et je n'oublie pas ce qui... Il n'y a pas Michael Ballack du côté de l'Inter. Il faudra trouver le chat noir du côté de l'Inter. C'est vrai que tu as perdu... aussi la Super Coupe d'Italie dans les dernières minutes face à ton ennemi juré, l'AC Milan. Tu as perdu en demi-finale. Là, tu as perdu le Scudetto à la dernière journée, et le fait de perdre une finale, pour moi, ce serait cruel par rapport au cycle d'Inzaghi, par rapport à tout ce qu'il a pu amener. Mais c'est la beauté et la cruauté du football, à savoir que rien n'est acquis jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute de la saison. Et l'Inter pourrait la prendre à ses dépens. C'est une fin de cycle pour l'Inter après ce match, pour toi, Elton ? Sincèrement, on a le sentiment que ça sent la fin de cycle. Parce que la fin d'Inzaghi, déjà. Il y a déjà les premières rumeurs. Pour moi, les rumeurs sont tellement fortes, notamment Inzaghi qui ferait la bascule de sa vie, notamment sur le plan financier. Tu as le sentiment que le projet prendrait un sacré coup. Mais après, on fait quand même confiance à l'administration de l'Inter, notamment Marotta, sur sa capacité à trouver la bonne personne. Parce que sincèrement, à l'été 2021, quand Antonio Conte quitte l'Inter avec perte et fracas,
On se dit que c'est un coup porté très important au projet de l'Inter. Arrive Simone Inzaghi, qui, il faisait de bonnes choses du côté de la Lazio, mais là, on lui demandait d'être dans une équipe gagnante. Et finalement, il a dépassé les attentes. Donc, comme quoi, faut faire attention. Mais c'est vrai que ça sera un vrai coup dur pour l'Inter si Inzaghi venait à partir. Oui, mais si c'est avec une Ligue des Champions, peut-être que ça va, peut... il y a pire. Voilà, du côté de l'Inter, on essaye de voir des similitudes. Mourinho 2010 qui part derrière. Milito Lautaro, c'est ça. Non, aussi, peut-être qu'Acerbi sera le Materazzi d'Inzaghi et qu'ils se quitteront dans le parc. Personne ne lui mettra de coup de bouche au final. Après, Romain, il ne sera pas d'accord là-dessus. Non, pas trop, non. Materazzi fait une si grande finale que ça en 2010 ? Non, mais en 2010, par rapport à la scène du parking. Oui, Mourinho, Materazzi, et derrière Mourinho part dans la nuit madrilène. Là, on se dit, Inzaghi peut faire pareil, mais si possible avec une Ligue des Champions. Oui. Encore une fois, on en est très, très, très loin. On en est très, très... Enfin non, on n'est pas si loin que ça. Mais attention, enfin, va demander à des supporters comme Romain, ça commence à faire loin. Commençons pas à dire que ça en est très, très loin, puisque ça peut arriver. Ouais. Et justement, on va essayer de savoir ce que vous voyez pour cette rencontre. C'est bien sûr l'heure de passer à notre instant Winamax, instant au tableau, bien sûr, avec notre partenaire historique Winamax. On remercie d'accompagner le Club des 5 pour créer des contenus, de plus en plus de contenus. Je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques. Vous connaissez la chanson, les amis. Si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, vous appelez le numéro qui est en bas de votre écran. Ça doit être un moment de loisir. Pas de risque inutile, même si on va peut-être dire des bêtises dans quelques instants, mais pas de risque inutile, pas de problème dans vos vies perso. Donc si vous avez le moindre souci, vous appelez le petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour pouvoir sortir d'une addiction qui serait un peu malsaine pour vous et pour vos proches également. L'avertissement étant fait, on peut passer au terrain. Les amis, les pronostics pour cette finale, il va falloir aller nous donner un peu de tips. Mais des tips honnêtes, pas. Voilà, on connaît, pas. C'est pas le cœur qui doit parler. Rien que la vérité, rien que l'honnêteté plutôt. Justement, c'est la connaissance et l'expérience. Regarde, moi, tu vois, je propose un truc où je me mouille pas sur le résultat. Comme ça, on le dit pour les socios, BTTS, c'est pas un groupe de K-pop, c'est juste but pour les deux équipes. BTTS, c'est dire both team to score, et donc moi je pense que les deux équipes ne marqueront pas. C'est-à-dire que une équipe marquera certainement, mais pas l'autre. Donc c'est en 90 minutes, donc ça passe s'il y a 0-0 à la fin des 90 ou s'il y a une équipe qui gagne 1-0, 2-0, 3-0, etc. Pourquoi ? Parce que une finale de Ligue des Champions, on l'a pas dit, mais ça va pas être le match de l'année. Moi, je pense pas que ça va être le match de l'année. Je suis pas si sûr que ça. Déjà, je pense que les finales de Ligue des Champions sont assez fermées et sont rarement spectaculaires. Je pense que l'Inter, c'est pas son jeu, même si on est sur une série effectivement de finales pas spectaculaires. La finale spectaculaire, c'est Cardiff 2017. Voilà, j'allais dire depuis. Même 2018, tu peux la mettre quand même. Excuse-moi. 2018, c'est Karius qui la rend spectaculaire. C'est Karius. C'est Karius qui met. On a un but de 30 mètres et une retournée près de la surface. Enfin, un but de 30 mètres à rater surtout. Oui, mais c'est un but de 30 mètres quand même. Mais c'est intéressant que tu parles de cette finale-là, parce que cette finale-là, c'est la dernière fois que les deux équipes ont marqué dans une finale. Parce que depuis. Liverpool-Tottenham, PSG-Bayern, Manchester City-Chelsea, Liverpool-Real et l'année dernière... City-Inter, et l'an dernier, effectivement. Voilà, vous avez compris. À chaque fois, les deux équipes n'ont pas marqué. Donc, je ne vois pas les deux équipes marquer. Je vois un match assez fermé, à 1-0, peut-être 2-0 s'il y a un but dans les dernières minutes sur un contre par l'équipe qui mène au score. Et voilà, donc la cote à 2, je la trouve plutôt pas mal. Je vais démonter ta cote avec un truc. C'est que c'est l'Inter qui casse ces séries-là. Ouais, enfin bon, c'est si tu remarques bien, de 2011 à 2018, avant que l'Inter gagne 2-0, enfin l'Inter gagne 2-0 contre le Bayern en 2010. Après, de 2011 à 2018, on a eu des finales avec des buts, et après, on a eu sans but. Donc peut-être que l'Inter va de nouveau changer la dynamique. 2, donc cette cote, voilà, deux tourons, 2, et au contraire, les deux équipes ne marqueront pas avec cette cote-là. Donc on double, c'est déjà c'est pas mal. Ce ne sera pas le cas du PSG au niveau du palmarès samedi. Ils ne vont pas doubler. Non, c'est pas beau. C'est pas grave. C'est pas beau. Ils ne pourront pas doubler, mais ils pourront encore mieux. Ils pourront démarrer une nouvelle histoire, Alten Mokolo. Oui. Alors, est-ce que tu pronostiques une nouvelle histoire qui démarre ? Alors non, moi je suis allé sur le côté. Je suis allé sur le côté individuel. Je suis allé du côté de la double chance, à savoir Dembélé ou Lautaro Martinez à 90. Qui marque parce que on parle l'un des deux. On parle de deux joueurs qui ont été très importants. Ou les deux d'ailleurs, s'ils marquent. Voilà, ça marche. On parle de deux joueurs qui ont été
très très important sur la phase éliminatoire. Dembélé pour le PSG, bien évidemment. Lautaro Martinez, buteur face au Bayern, buteur face au Barça. Et donc, moi, je suis allé sur une double chance parce que je me dis que ça va être un match où il y aura quand même un but. Et je me dis que ce sont les deux joueurs les plus aptes à marquer. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur une double chance. 1,90, donc Lautaro ou Dembélé qui marque. Je ne sais pas si Lautaro est le meilleur buteur interiste. Sur la saison en Ligue des Champions. Non, en Ligue des Champions, oui. Et sur la saison, il est à 20 buts et Marcus Thuram à 18. Voilà. Donc, donc les deux meilleurs buteurs. Donc, tu ne prends pas trop de risques, Elton Mokolo. Et je rappelle, on met où, mais si les deux marquent, ça rentre quand même. Oui, bien sûr. Ça s'annule pas. Dès qu'il y a l'un des deux qui a marqué, c'est validé. C'est pas l'un ou l'autre. J'en donne un petit, moi, quand même. Parce que j'ai envie d'être optimiste pour le Paris Saint-Germain. Et je le suis, parce que j'ai annoncé en février 2024 que l'édition 2025 serait pour le PSG. Oui, mais tu l'as annoncé tous les ans, ça. Oui, c'est vrai aussi, mais cette année, c'est la bonne. Non, plus sincèrement, 7,75 le 2-1. Moi, j'y crois parce que, tu vois, tu disais, pas sûr que ce soit le match de l'année. Je suis pas sûr, moi. Je pense qu'au contraire, on peut avoir une très belle finale avec deux équipes qui sont plutôt... alors, joueuses, je sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, deux équipes qui vont, pour le coup, essayer d'aller chercher la victoire, qui ont vécu des scénarios cette année qui leur permet de voir que, pour le coup, c'est jamais fini. Donc moi, je vois bien une victoire du PSG avec des buts, un 3-2, un 2-1, ça me semble un peu plus logique pour une finale. Elle est à 7,75, faut pas faire de folie dessus, hein, bien sûr, ne m'écoutez pas, même pour la plupart des gens. Mais je pense que ça peut En tout cas, tu vends bien ton... Non, mais je vois bien... S'il y a un truc à retenir, c'est ne l'écoutez pas. Je vois bien le PSG ouvrir le score, l'Inter égaliser, et les deux équipes pousser pour mettre le deuxième but avant la fin du temps réglementaire. Et je pense que du coup, ça peut nous permettre d'avoir une très très belle finale. Au moins, on le souhaite. Hein. Oui, qui vous voulez. Hein, ça, après, c'est pas mon souci. 7,75, donc le 2-1 du Paris Saint-Germain. Vous n'hésitez pas, les sociaux, à nous dire dans les commentaires de la vidéo d'ici samedi vos pronostics aussi pour cette finale. Qu'on voit un petit peu qui est réaliste, qui ne l'est pas. Et comme ça, on pourra voir aussi qui avait raison ou pas à partir de samedi soir. Et on va s'arrêter là pour cette émission du Club des 5. Finale dans 3 jours. Départ demain matin, du coup. Allez, ouais. Quelle heure? On y va. L'avion, il est à 10h, je crois. Oh, ça va. Ouais, mais j'ai un direct à 8h à l'aéroport, il faut que je fasse. Oh, ça va, c'est bon. Il travaille. Tu vas comment à l'aéroport? J'y vais en taxi. Bon courage. En ce moment, c'est assez fun. En ce moment, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 grèves. On va dire que c'est moins fluide que le couloir droit de l'Inter. Donc rendez-vous dans le Club des 5 pour bien sûr les prochains numéros des 2 contre 1 et également des débriefs. On parlera de cette finale, je vous l'ai dit, donc on va vous laisser le temps de la digérer. Ouais, il y a le temps. Peu importe le résultat d'ailleurs, ou le temps d'ailleurs de décuver si c'est positif. Mais on se retrouvera pas samedi ni dimanche, on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà, avec un peu plus de calme, à froid, pour analyser cette finale et revenir sur la défaite ou la victoire du Paris Saint-Germain. Merci à tous les deux, Romain et Elton. Merci à toi. On vous retrouve très très vite dans le Club des 5, bien sûr. Merci à vous, les socios, de nous avoir écoutés, regardés, pour ceux qui sont avec nous en podcast et sur YouTube. Un maximum de pouces bleus, bien sûr. Un max de commentaires aussi pour donner vos avis. Les prochains rendez-vous du Club des 5, je vous les ai donnés. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission, bien sûr, du Club des 5, préparée et réalisée comme d'habitude. Là encore, la polyvalence, c'était le thème de notre émission. Et donc, on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Salut.